des jardins anglais, c'est d'essayer de créer quelque chose qui a une apparence sauvage, qui donne l'impression que ça s'est fait tout seul, même si ça nécessite beaucoup de travail. Mais par rapport aux jardins français, c'est tout à fait opposé comme approche. Hein. Les jardins français, c'est ce qu'on appelle des jardins formels, c'est des jardins très rectilignes, très symétriques, sur lesquels on intervient beaucoup, alors que les jardins anglais sont composés d'une multitude de sinuosités, de courbes, et on laisse beaucoup plus les végétaux s'exprimer, il y a beaucoup moins de taille qui se fait. Alors on a commencé tranquillement à transformer nos jardins selon l'approche anglaise. Alors c'est là qu'on va commencer à aller se promener dans le jardin pour vous montrer un tout petit peu comment on s'y est pris. Mon histoire de tantôt, quand on était en culture légumière, on travaillait un peu à la française, c'est-à-dire que c'était assez formel comme jardin. On travaillait en rang, quand même assez rectiligne. On travaillait dans des sections qui étaient rectangulaires ou carrées. Il n'y avait pas beaucoup de courbes dans notre espace de culture. Alors, en revenant d'Angleterre, on a décidé de casser ce côté cartésien-là. Donc, on a créé le premier sentier qui est derrière les ricins, tantôt on va le reprendre, qui a permis de créer la première plate-bande qui est derrière, où il y a le sorbier puis les tuyas. On a créé le sentier dans lequel vous êtes, ça a permis de créer la deuxième plate-bande, celle qui est derrière vous. Et on a aménagé une plate-bande du côté nord et une autre du côté est. Ce qui a fait que toutes les cultures légumières se sont retrouvées entièrement ceinturées par des sections ornementales. Et ça, c'était pas nécessairement planifié comme ça, mais ça a eu un impact incroyable au niveau de la biodiversité. C'est-à-dire que pendant les premières années qu'on a fait de la culture légumière, il faut bien comprendre, le contexte de l'époque. On est arrivé ici sur ce plateau-là, il n'y avait pas un arbre. Okay? Je veux tout de suite vous faire remarquer que si vous faites un 360 comme ça, là, vous voyez des arbres partout, mais tous les arbres que vous voyez, c'est des arbres que nous avons plantés. Il n'y en avait aucun. Parce qu'on faisait les cultures fourragères ici, on coupait le foin à tous les ans, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas d'arbres qui poussaient. Alors, quand on a détruit la prairie, toute la biodiversité qui s'était créée dans cette prairie-là avec les plantes indigènes, ça a été détruit par les labos, le herçage. Et là, on a mis des carottes, des patates, des courges. C'est pas des plantes qui ont un impact très positif sur la biodiversité. Mélangées avec d'autres choses, ça peut aller. Mais des patates, des tomates, des haricots, c'est pas des plantes qui attirent des quantités phénoménales d'insectes bénéfiques, par exemple. C'est pas des plantes qui vont servir d'abri ou de dortoir pour des oiseaux. Ça attire pas trop les batraciens non plus. Donc, la biodiversité les premières années dans notre espace de culture était très faible. Ce qui a causé toutes sortes de problèmes de ravageurs. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on réussit à régler beaucoup de problèmes d'insectes? C'est la biodiversité. C'est vraiment la base de l'équilibre écologique du jardin. Alors, le fait d'avoir décidé de commencer à aménager des sections ornementales, on a planté des arbres, des arbustes, et tranquillement, avec le temps, ça n'a pas paru la première année, mais on a commencé à observer une augmentation des populations d'oiseaux, on a commencé à observer une augmentation des populations d'insectes bénéfiques et une diminution substantielle des problèmes de ravageurs qu'on avait dans les cultures légumières. Fait que c'est très intéressant d'être dans un espace sur le long terme parce qu'on a vraiment la capacité de comprendre la signification de la biodiversité. La biodiversité, on lit ça dans les livres de culture écologique, de jardinage écologique, mais c'est difficile de comprendre ce que ça veut véritablement dire, la biodiversité. Et le fait d'être dans un espace qu'on aménage, qu'on diversifie, là, on commence à observer la biodiversité et ses bénéfices sur les cultures alimentaires. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, augmentation de la biodiversité, augmentation du nombre d'espèces auxiliaires, diminution des problèmes dans les cultures
et un jardin qui devient de plus en plus esthétique, intéressant à contempler. Donc, à l'époque, vu que j'avais écrit des livres, ben, j'étais demandé par des sociétés d'horticulture pour donner des conférences pendant l'hiver. Alors, j'allais donner des conférences l'hiver et j'apportais des diapositives du jardin et on montrait, après la conférence, des photos du jardin. Et là, les gens des sociétés d'horticulture où j'étais invité me demandaient, mais est-ce qu'on peut aller visiter votre jardin? Donc, on a commencé à la fin des années 80 à accueillir des groupes. Et moi, j'avais étudié dans le domaine de l'hôtellerie, donc j'avais la capacité de préparer des repas pour des groupes. Je me sentais à l'aise là-dedans. Alors, on a commencé à proposer des repas. Et c'est là, tranquillement, que l'idée d'ouvrir les jardins au public a germé dans notre esprit. Et en 1990, la vocation de l'entreprise a changé. On a décidé de devenir une entreprise agro-touristique, donc d'accueillir des gens pour des visites. Et c'est depuis ce temps-là qu'on accueille des gens. Ça fait 20 ans maintenant, presque, qu'on est ouvert au public, qu'on prépare des repas et qu'on gagne notre vie d'une certaine façon avec l'accueil du public. Ouais. En 1996, on a eu les premières cultures OGM qui ont été cultivées sur des grandes surfaces. Ça nous a beaucoup préoccupés et à partir de ce moment-là, on a commencé véritablement à s'intéresser à la génétique et on a décidé, pour faire notre part dans ce combat-là contre l'agrochimie, de devenir producteur de semences. Alors depuis, moi je vous dirais depuis 2000 à peu près, on est devenu des producteurs de semences. Alors dans notre entreprise, il y a plusieurs volets. Hein? Il y a la production de semences, il y a l'accueil des visiteurs et il y a aussi la production de repas aussi pour les gens qui viennent nous visiter. Mais ça, c'est la dernière année. On a pris la décision que c'était terminé, la production de repas, parce que on est un tout petit peu... on trouve ça bien exigeant de faire ça. Alors, on arrive à aller chercher suffisamment de revenus maintenant avec la production de semences que le volet culinaire est moins une nécessité pour nous. Je voudrais vous faire remarquer qu'on a des objectifs éducatifs, donc on essaie de présenter toutes sortes de techniques propres à la culture écologique. Alors, je veux juste attirer votre attention sur les couvre-sols qu'on voit autour. Ici, vous avez un paillis classique fait avec de la paille. Avec les ricins, vous avez un couvre-sol vivant de facélie. Ce qui est intéressant avec la facélie, c'est que ça va faire une belle fleur mauve qui est très attirante pour les abeilles. Et c'est une plante couvre-sol qui produit beaucoup de matière organique, donc ça va beaucoup améliorer la qualité du sol. À l'entrée, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au pied des zinnias, c'est du trèfle blanc, mais on va avoir l'occasion d'en voir plus tard. Et on a du bois ramial fragmenté aussi dans la première plate-bande sur la droite, que vous connaissez sûrement parce que je pense que vous travaillez beaucoup avec le bois ramial fragmenté dans votre jardin. Donc, on n'a pas besoin de revenir pour ça. Pour les cultures légumières, on travaille ici avec une rotation sur 3 ans, qui est une rotation basique, très simple. Culture gourmande la première année, culture frugale la deuxième année et engrais verts avec des fois quelques cultures au travers parce qu'on manque d'espace pour faire des engrais verts sur 33 % de la surface réservée aux cultures. Alors ici, derrière moi, c'est la section des plantes frugales, mais on déroge un tout petit peu à notre plan de rotation de base pour toutes sortes de raisons, des questions de maladie, des questions esthétiques aussi. Alors, dans les plantes frugales, on a les oignons qui, comme vous le remarquez, sont atteints par la brûlure de la feuille, mais on va probablement réussir quand même à avoir une assez belle récolte. Vous remarquez que les bulbes sont quand même rendus à une assez belle dimension. Fait qu'on traite le feuillage régulièrement toutes les semaines avec du lait ou avec un purin de prêle, de scrofulaire et de noyer noir. Mais la brûlure de la feuille semble vraiment résister à tout ce qu'on fait. C'est vraiment une maladie avec laquelle on a beaucoup de difficultés depuis 4-5 ans. Mais c'est sûr que le climat qu'on connaît depuis quelques années n'aide pas du tout à cette maladie-là.